La planète bleue est parcourue d'étranges phénomènes, impalpables, immatériels. C'est un endroit mystérieux. Il y a toute une liste de faits étranges que l'on attribue au triangle des Bermudes. Je m'y suis moi-même déjà perdu. C'est un lieu où l'on n'a plus de repères. On se retrouve désorienté. Et ces mystères irrésolus ne sont peut-être que la conséquence de phénomènes naturels. La mer des Caraïbes, un vaste terrain d'aventure pour Francis Le Guesne et son équipe. Ils se lancent tels des conquérants de l'impossible à la poursuite de l'invisible. Un long fleuve de sel qui prend sa source au cœur de l'océan Atlantique, le Gulf Stream. Regarde, 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 regarde. De tout temps, les marins jetèrent des bouteilles à la mer. De cette façon, ils purent tracer leur route en suivant les courants. Dès le XVIe siècle, les conquistadors comprirent le parti qu'ils pouvaient tirer du Gulf Stream. Ce courant emportait leurs galions à la découverte du Nouveau Monde. Mais où commence le Gulf Stream et où termine-t-il son périple? C'est là tout l'enjeu de la quête qui va mener nos explorateurs modernes des Caraïbes jusqu'aux côtes européennes en passant par la Floride. Destination, l'Arc des Antilles. Première escale, la Guadeloupe. C'est dans cette région du globe que l'équipe a relevé les premiers indices pouvant témoigner de la présence du Gulf Stream. Des eaux chaudes et une biodiversité foisonnante. En plongée au milieu des massifs d'éponges, sur la bordure du tombant, les gorgones se mettent à frissonner, comme répondant à l'Alizé. L'océan s'anime, lentement mais inexorablement. C'est le début d'un long voyage. Dans la lignée des conquistadors, les marins ne cessèrent jamais d'affiner leur connaissance du Gulf Stream. Au XIXe siècle, les baleiniers remarquèrent que les mammifères marins se concentraient de part et d'autre du courant. Baleines et cachalots détiendraient-ils une clé nous permettant de mieux comprendre le phénomène? L'équipe prend la route du Grand Large en compagnie de Renato Rinaldi. Le cétologue étudie depuis de nombreuses années les colonies de ces mammifères marins résidents. Il est même à l'origine d'un projet de création de réserves marines. Voilà, là on est juste sur le tombant. C'est en escalier, hein, 100 mètres, 200, 300, 400, 1000, voire 1500 mètres. Ah ouais, t'es sur les zones d'alimentation des cachalots, entre autres, quoi. La longue attente commence. Là, j'ai du dauphin à l'écoute. Tu veux écouter? Je veux bien, ouais. Comment tu fais la différence, en fait? Tu vas voir, il y a vraiment des sifflements très aigus, là. Ah, c'est les petits sifflements en haut, là. Tu les as, là? Ouais. Vraiment très, très aigus. Hein. Là, on entend de temps en temps l'écolocalisation des dauphins. Ça fait tic, 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 très rapide. Ah oui, oui. T'entends? Ouais. Ça chasse. Les dauphins, qui se jouent des courants, semblent nous montrer le chemin. Mais il n'est pas si facile de repérer les cachalots, qui peuvent rester en plongée plus d'1 heure et descendre à 3000 mètres.
Dans la nuit des abysses, ils chassent leur proie favorite, les calmars géants. Magnifique, hein? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cœur du Gulf Stream n'est pas propice à la vie. Ses eaux sont plus chaudes, plus salées, et leur grande clarté montre la pauvreté en plancton. En revanche, les rives du courant provoquent des turbulences. Elles font remonter les nutriments des abysses dont se nourrissent les poissons, puis les calmars. Toute une chaîne alimentaire se met en place. C'est la raison de la présence des cachalots en lisière des grands fonds. Tiens, ouais, ça y est, il y a du cachalot à l'écoute là. Ah. Il y a des clics vraiment très, très lents. Clac, 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 comme ça. Ah, ça j'ai jamais entendu ça. Ok, là on en a 3 à l'écoute. Et ils sont loin là? Non, là on est à peu près à 2000 des animaux à peu près. Très très près de la côte. Ah. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un mâle aussi, t'es sérieux. Ouais. Ah, ouais. Alors là, c'est une autre affaire. Ouais. Alors il faut vraiment être patient, hein, tu vois, pour les cachalots. Mais c'est un peu... Moi j'aime cette attente, justement. Exceptionnellement, l'équipe a été autorisée à plonger en présence des cachalots, ce qui n'est pas sans risque. Mais ce maître des profondeurs impose son rythme aux plongeurs. On essaie de pas trop faire de bruit dans le bateau. Et puis voilà, il arrive sur nous, gentiment. Ouais, il vient pile sur nous là. Regarde sa petite tête là, qui sort. Il vient sur nous là. Fais la sonder ça, hein. Allez, caudale. À la vitesse de 5 km/h, les cachalots descendent au plus profond des océans. Pour supporter ces apnées, qui peuvent durer presque 1 heure, leur cœur ne bat plus qu'à raison d'1 pulsation par minute. On ne peut rivaliser d'apnée avec ce seigneur des mers. Mais la tentation est trop forte et je plonge à sa rencontre au-dessus de 1000 mètres de vertige liquide. Dans l'eau bleue striée de soleil, ce n'est pas le Moby Dick de la légende qui m'observe. Pacifique, il reste presque muet, même si je sens dans mon corps ce que l'oreille ne peut entendre. Un seul de ses cris pourrait me tuer. Une puissance sonique fantastique, amplifiée par la loupe directionnelle de sa bosse. On dit que les cachalots pourraient communiquer à travers toute l'hydrosphère en utilisant les courants marins. Le cachalot est vraiment un phénomène exceptionnel. Son cerveau est le plus gros du règne animal. Et les adultes, qui peuvent atteindre 18 mètres pour 57 tonnes, parcourent dans leur vie 500 000 km, soit plus de 12 fois le tour de la Terre. Il arrive. Regarde, 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 regarde. L'arrivée d'un grand mâle menaçant nous rappelle combien ces animaux peuvent être dangereux.
Pour l'équipe, il est temps de refaire surface. Attrape le caisson. Voilà. Alors, à un moment, tu es vraiment pratiquement au-dessus de la femelle, non? Elle a coulé. Elle a coulé, j'ai cru que je la perdais. Elle est remontée sur moi, un peu sur le dos, en me fixant avec son œil. À un moment... Pas mal, hein? Je peux crever. Ouais. Puis c'est peut tourner, tu vois, histoire de dire, pour pousser moi, tu vois. Bien avant les conquistadors et les baleiniers, les grands mammifères comprirent que le Gulf Stream est source de vie et en firent leur territoire de chasse. Cet incroyable moment partagé avec les cachalots a aiguisé la curiosité de l'équipe. Mais leur compréhension du grand courant ne fait que commencer. En quête de nouveaux indices, nos explorateurs se dirigent vers la Dominique, 100 km plus au sud. La Dominique est l'une des rares îles préservées des Petites Antilles. Elle présente un caractère sauvage, similaire à celui que découvrit Christophe Colomb lorsqu'il débarqua en 1493. À peine arrivée, l'équipe décide de se rendre sur le site de Scott's Head, où les courants sont violents. Dès l'immersion, nous nous laissons couler dans la caldeira engloutie d'un ancien volcan. Une grotte sur le flanc du cratère marque la frontière entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Il est tentant d'essayer de traverser. Les parois rouges de vie s'allument dans le faisceau des lampes. Une murène tachetée en habit de fête. 1000 créatures de l'ombre bleue nous observent. Et même une tortue qui nous invite en quelques brasses à découvrir le bleu des Caraïbes au bout du tunnel. Sur le flanc du tombant, le courant entraîne les plongeurs. Impossible de lutter contre cette force et les plongeurs se sentent irrémédiablement aspirés vers le fond. Même les gorgones semblent avoir du mal à rester accrochées aux rochers. Nous sommes pris dans le tourbillon aquatique. Ce voyage vient à peine de commencer et nous voici déjà à la dérive. Mais bientôt, trouvant ses aises dans la vaste et chaude mer des Caraïbes, le courant perd de sa vitesse. C'est l'accalmie. Suivant la flèche d'argent d'un barracuda, les plongeurs survolent bientôt les éponges massives d'une palmeraie de corail. Regagnant la terre ferme, l'équipe part en quête de nouveaux indices, là où certains ont gardé la mémoire du grand courant. Mais pour cela, il leur faut s'enfoncer au cœur du territoire des Indiens Caribes, un peuple combatif qui fut capable de freiner la soif de conquête des explorateurs du vieux continent. Si la Dominique doit son nom à Christophe Colomb, qui aborda ses côtes un dimanche, l'île ne tomba pas aux mains des Espagnols pour autant. Contrairement à ses voisines des Antilles, la Dominique résista pendant longtemps aux assauts des conquistadors. Mais les Européens finirent par poser pied à terre.
Alors les Blancs n'ont pas fait que du bien dans ces îles où vous êtes. Ils venaient chercher des esclaves, de l'or Ils venaient chercher des esclaves et aussi de l'or, particulièrement de l'or. Alors les Indiens devaient trouver une quantité d'or pour la fin de la journée. Et s'ils retournaient, ils n'avaient pas cette quantité qu'ils avaient demandé. Ils les mettaient à mort. Vous avez la mémoire vraiment de ça. Pratiquement, on peut dire que vous vous souvenez de l'arrivée de Christophe Colomb. Oui, ça passe à génération en génération parce que ma grand-mère m'a dit, je dis à mes enfants, et mes enfants, j'espère qu'ils vont dire à leurs enfants et ça va continuer. Au travers des âges, les Indiens Caribes, très attachés à leur culture et à leur mode de vie, ont réussi à maintenir leurs traditions intactes. C'est ce que le chef du village, Irvins Auguste, explique à Francis. C'est une maison traditionnelle. Oui, c'est un carbet. C'est là que nous nous retrouvons pour les réunions, les bals, les activités culturelles et tous les autres événements. En somme, vous cherchez aujourd'hui à faire renaître cette culture caribéenne. Concrètement, c'est une épice. On l'utilise pour parfumer nos infusions au chocolat ou pour en faire des gâteaux. Ça leur donne très bon goût. Il existe aussi une variété de noix plus petites que l'on utilise lorsque quelqu'un a une attaque. Il faut alors briser la noix et la mettre dans la bouche de la personne victime de l'attaque. Cela permet d'en stopper la progression vers la tête. Tu sais ce qui arrive si on mange trop de noix de muscade, disons une dizaine. Je n'ai jamais essayé. C'est très dangereux. C'est une drogue. Ça rend fou. Irvins emmène Francis vers un lieu symbolique de la culture caribe. Bien avant les conquistadors, ces côtes déchiquetées, surmontées de falaises, virent débarquer les premiers Amérindiens. Ils venaient du delta de l'Orénoque en Amérique du Sud, portés par les courants. Ah, le site commence là. Oui, et ça va jusqu'en bas. Ça va aller? Oh, ça va. Tu as l'habitude, hein? Oui. Cette veine de roches volcaniques s'ouvrit comme un chemin sous les pieds des Indiens Caribes. La légende raconte qu'elle mena ce peuple en devenir sur ces nouvelles terres. Depuis ce jour, l'histoire se transmet de génération en génération. C'est un endroit magique, non? Très, très magique, très mystique. Pourquoi on l'appelle le serpent? Ce sont les anciens qui nous ont laissé l'histoire du serpent. En passant par là, le serpent a laissé un escalier derrière lui. Il a laissé un chemin. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'escalier du serpent ou l'escalier tête de chien. La croyance veut que lorsque la fin du monde viendra, le serpent ressurgira. Beaucoup de gens viennent s'asseoir sur le rocher, juste pour oublier leurs problèmes, pour laisser leurs problèmes au serpent. Laisser ses problèmes au serpent. Oui, pour laisser leurs soucis au serpent. Mais il faut laisser les légendes du serpent de roche pour continuer à traquer notre serpent de mer, le Gulf Stream. Prochaine étape, la Floride. Après plusieurs jours de navigation, l'équipe débarque au port de Miami. En 1513, le navigateur espagnol Ponce de León remarqua qu'au large de la Floride, ses vaisseaux étaient emportés par un courant marin d'eau chaude venant de la mer des Antilles. Il ne savait pas encore qu'il venait de découvrir le fameux courant. Après que le Gulf Stream se soit réchauffé dans le chaudron du golfe du Mexique, ce goulet d'étranglement entre Cuba et la Floride est sa seule issue. Et pour certains spécialistes, c'est ici que débute vraiment le courant. C'est pour cette raison que l'équipe embarque à bord de l'Ocean Explorer avec des scientifiques de la NOAA.
une organisation gouvernementale réputée pour ses recherches sur le courant. Christopher Meinen est un océanographe qui étudie la dynamique du Gulf Stream. Il a pour objectif d'apprivoiser la force du courant pour la transformer un jour en source d'énergie gratuite et non polluante. Tu peux prendre la radio. Ok, on est prêt. Ceci est une sonde équipée d'un GPS qui permet de déterminer la position à quelques mètres près. C'est en position verticale qu'elle prend les mesures. Quand on la met dans l'eau, les satellites ne peuvent pas la détecter. L'instrument va toucher le fond, se délester, puis remonter à la surface. C'est alors qu'elle sera localisée par les satellites. L'appareil commence sa dérive. Cette technique permet de mesurer la vitesse et le débit du courant en profondeur. Près des côtes de Floride, le Gulf Stream a une largeur de 100 km et une vitesse moyenne de 50 cm par seconde, soit 18 km/h. Les scientifiques n'ont besoin que de très peu de temps pour tirer leurs premières conclusions. Tu as les résultats, Chris? Le débit aujourd'hui est d'environ 32 millions de mètres cubes par seconde. C'est vraiment énorme. C'est énorme, oui. C'est beaucoup plus que toutes les rivières du monde réunies. Alors l'énergie vient d'où? Du soleil? Du vent? Le soleil procure l'énergie au vent, qui lui procure l'énergie à l'océan. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le soleil n'est pas l'unique cause du réchauffement de l'atmosphère. Sous les tropiques, les océans contribuent pour moitié à cette élévation de la température. Ce phénomène entraîne à son tour des turbulences qui vont générer des courants de surface. Grâce à cet effet, au large de Miami, le Gulf Stream prend de la vitesse. Il accélère au point de représenter 25 fois le débit de tous les fleuves du monde. Peu à peu, l'équipe commence à apprivoiser le Gulf Stream et à mieux comprendre son comportement. Mais la quête n'en est pas terminée pour autant. Le bateau de l'expédition aborde les côtes de Bimini, aux Bahamas. Bimini, l'île de tous les fantasmes. Certains ont cru reconnaître sous ses eaux les ruines de l'Atlantide. Il n'en fallait pas tant à Francis Le Guesne pour qu'il se jette à l'eau. Mais aujourd'hui, les turbulences du grand flot nous jouent des tours et la visibilité est très réduite. L'Atlantide est en berne. Autour de chaque rocher, pourtant, la profusion de vie est extraordinaire. Les Atlantes ont des écailles. Sous chaque roche, des bancs de fusiliers rayés de jaune. Des raies de crinolines épousent le sable. Et bien sûr, attirés par la présence des hommes, les requins ne tardent pas à rentrer en scène.
Comme toujours, les plongeurs restent subjugués par ce prodige d'adaptation. Ce corps fuselé, capable d'accélération foudroyante. Mais l'équipe est bientôt entourée de toutes parts. Il faut rester attentif au comportement du squale. Un changement dans la posture peut signifier une attaque imminente. J'ai souvent plongé avec des requins gris, mais ceux-ci me semblent particulièrement nerveux, comme s'ils entendaient quelque chose d'inaudible pour nous. Un rapport avec le Gulf Stream? La réponse au comportement des requins se trouve peut-être dans ce lieu perdu dans la mangrove, aux eaux réchauffées par le Gulf Stream. Ici se cache l'un des plus grands laboratoires de biologie marine au monde, le Shark Lab. Ici règne en maître le mythique docteur Samuel Gruber, le spécialiste mondial des squales. Entouré d'étudiants bénévoles, le doc, comme on le surnomme, réfléchit nuit et jour à l'élaboration d'appareils de haute technologie. Au Shark Lab, les scientifiques analysent les comportements des requins sous toutes leurs facettes. Ils étudient notamment la reproduction des requins citrons, des bébés squales qui pourront atteindre plus de 3 mètres à l'âge adulte. Ok, super. Non, là, maintenant, laisse, c'est bon. Allons lui mettre l'émetteur. Depuis cette mangrove jusque dans l'océan, les scientifiques essayent de suivre les mouvements migratoires de leurs petits protégés. Pour cela, tous les dispositifs sont bons. On peut placer l'émetteur. Voilà, bien. Certains requins munis d'émetteurs sont ainsi suivis à la trace tout autour de l'île. Mais les requins, eux, n'ont guère besoin de ces artifices pour s'orienter, comme le montre cette autre expérience. Allez, c'est parti. Nous allons introduire un petit peu d'odeur dans l'enclos. Cette odeur servira à stimuler les requins afin qu'ils cherchent les proies. Quand ils se mettront à renifler, on coupera l'odeur et on activera les électrodes. Ce que je veux démontrer, c'est comment les requins utilisent leur sens électrique pour détecter les proies. Tous les organismes vivants dans l'eau de mer produisent un champ magnétique en permanence. Ici, je reproduis ce champ magnétique dans le bassin pour montrer que les requins utilisent leur sens électrique pour s'orienter et mordre ces électrodes, comme si c'était des proies naturelles. Celle de gauche est activée. Qu'est-ce qui se passe? Les requins sont attirés, regarde. Ils mordent les électrodes. Tu as vu, il les a mordus. Maintenant, je vais activer l'électrode située à droite. Ça y est. Elle devrait attirer les morsures aussi. Ils font demi-tour. Ils sont très intéressés. Ils mordent l'électrode à nouveau. Ils continuent de mordre. Et dès que j'éteins, ils ne mordent plus rien. Ils tournent, ils cherchent, mais ils ne mordent plus. Positionnés en bordure du Gulf Stream, grâce à leur capacité naturelle ultra sensible, les requins repèrent leur proie. Ces sens leur sont utiles pour la chasse, mais aussi pour s'orienter.
Et Francis va découvrir que les squales savent très bien utiliser le courant. Le Gulf Stream lui-même a un rôle très important dans le travail qu'on fait ici. Essentiellement en raison de la richesse de la vie sous-marine qu'il apporte avec lui. Docteur, vous m'avez raconté une étrange histoire. Les requins seraient capables de sentir le Gulf Stream? Comment? Les requins sont uniques dans le monde marin, en fait dans tout le règne animal. Ils ont de petits détecteurs sur leur corps et sur leur tête qui leur permettent de sentir les champs électriques qui sont parfois si faibles que même nos techniques ne peuvent pas les déceler. Ce qui signifie qu'ils ont la capacité de détecter des proies qui vivent dans le sable et même les eaux troubles. Elles leur apparaissent comme des points lumineux, pas dans leurs yeux, mais dans leurs champs électriques. Et le plus extraordinaire, c'est que le Gulf Stream lui-même génère un champ électrique, et ils peuvent le sentir. Avec tous ces éléments, les requins se fabriquent une carte dans leur tête. Ils peuvent ainsi aller où ils veulent. Et ils n'ont pas besoin du Gulf Stream, mais c'est une aide supplémentaire. Continuant sa route, l'équipe marche dans les traces du conquistador espagnol Ponce de León. Ce dernier chercha toute sa vie la fontaine de Jouvence. En lieu et place, il découvrit la Floride. Mais la fontaine, elle, se trouverait bien ici, comme le prétend une légende indienne, sur cette grande île de Bimini. Elvis Sanders guide nos explorateurs vers le Healing Hole, source guérisseuse des Indiens, cachée dans les eaux saumâtres de la mangrove. D'eau proche de nul. Vous voyez le canal là? C'est là qu'on va pour guérir. On y a soigné de nombreuses maladies, vous savez. Il y a comme un jacuzzi ou un spa où l'on vient pour échapper à l'agitation de la ville. Quand vous venez ici, vous remerciez Dieu du bonheur et de la joie que ça vous procure. Quand on arrive ici, on sent la différence. Une partie de l'eau est froide et l'autre est chaude. Allez-y, vous y êtes presque. Ça sent le soufre, hein? Oui, oui, tout à fait. Dans cette arène de verdure bordée de palétuviers, Francis nage, sans trop y croire, dans la fontaine de Jouvence. Le décor est plutôt angoissant entre ces arches gothiques. Et pourtant, un curieux sentiment de plénitude m'envahit. Superstition? Sans doute. C'est alors que je croise l'ombre du conquistador Ponce de León, venu chercher en vain la jouvence éternelle. Ce trou d'eau valait-il un tel voyage? L'équipe ne percera pas le mystère de la source, opaque, comme le sont les mythes fondateurs. Mais les analyses ultérieures de l'eau révéleront un fort taux de lithium dont on connaît les vertus anxiolytiques. La légende de la fontaine de Jouvence est peut-être une réalité. C'est une source, les gars. C'est une source comblée par du sédiment. Je sais pas si tu as vu les espèces de dépôts verts, là, et rouille. C'est génial quand même, hein. T'es dans une source entourée d'eau de mer. Mais il y a de l'eau douce qui arrive, c'est beaucoup plus chaud en bas. Je vais faire un prélèvement d'eau, hein, quand même.
Ça, c'est précieux. Je sais pas si ça contient le secret de la jouvence, mais... Ok, Lewis. À peine remise de cette expérience hors du temps, l'équipe repart sur les traces du Gulf Stream. Mais le grand courant semble vouloir conserver ses secrets. Et son cours entraîne nos explorateurs vers un lieu au nom évocateur de mystère, le Triangle des Bermudes. C'est à Bimini que Francis rencontre l'historien Ashley Sanders, spécialiste du Triangle du Diable. Ashley, nous sommes ici dans le Triangle des Bermudes, à Bimini. C'est une histoire vraie? Il y a toute une liste de faits étranges que l'on attribue au Triangle des Bermudes. Moi-même, j'ai été témoin de certaines choses. L'énergie magnétique électrique est si forte et si proche de la surface que ça déclenche une désorientation. Les instruments ne servent à rien. Les boussoles ne servent à rien car il s'agit de magnétisme électrique et les boussoles finissent par ne plus fonctionner. Même notre cerveau ne fonctionne plus. Il est désorienté. Beaucoup de bateaux et même d'avions se sont perdus par ici. Oui, des bateaux ont disparu. Des avions peuvent disparaître. Je vais vous montrer. Ce squelette métallique est tout ce qu'il reste du Sapona, coulé en 1926 au cours d'un ouragan d'une rare violence. Il avait été remorqué à Bimini dans les années 1920 pour servir d'entrepôt flottant et cacher l'alcool durant la Prohibition. Malgré l'ombre angoissante du Triangle des Bermudes qui plane sur ces lieux et les mises en garde d'Ashley, Francis décide d'aller voir de plus près cette épave fantomatique. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'épave du Sapona fut aussi utilisée comme cible d'entraînement par les bombardiers de l'armée américaine. Ce fut la dernière mission du légendaire escadron du vol 19 qui disparut sans laisser de traces le 5 décembre 1945. Les tirs cessèrent aussitôt et l'épave fut abandonnée à ses cicatrices de rouille. La légende du Triangle des Bermudes était née. À part un poisson-ballon gonflé comme un nuage d'orage, il y a curieusement assez peu de vie dans l'épave, sans cesse battue par le ressac. Pour les gens rationnels et les autorités maritimes, il n'y a pas plus de naufrage ici qu'ailleurs. Pour les autres, poètes ou rares témoins oculaires, c'est autre chose. La malédiction du Triangle du Diable est bien réelle. Une chose est sûre, le Gulf Stream rend les conditions météorologiques très instables dans cette région du monde. Le voyage au long cours se poursuit sur les traces du Gulf Stream. L'épopée caribéenne du courant se termine. Il va bientôt amorcer son grand virage pour sa traversée de l'Atlantique, comme le firent les conquistadors il y a plus de 500 ans. Dans leur sillage, l'équipe décide aujourd'hui de poser pied-à-terre sur une dernière île, les Bermudes. À peine arrivés, la tentation de découvrir des fonds méconnus les entraîne au large.
C'est un site très profond. Il est composé d'un monticule derrière lequel se trouve le tombant à pic. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser au sommet, à la pointe du récif, le long du tombant. Si vous êtes en eau très profonde et que vous ne voyez plus le fond, nagez vers l'est. Just a couple minutes here, Chad. I'm just trying to pick my spot. Yeah, you got a couple, so. Copy, thank you. All right, guys, go, go, go. Première constatation, l'eau est froide. Très froide même, et nous avons dû revêtir nos combinaisons épaisses. Le décor ressemble un peu aux Caraïbes dont nous venons de quitter la douceur. Mais contrairement aux apparences, les récifs ne sont pas constitués de corail. Uniques au monde, ces murailles sont formées par le travail conjoint d'algues calcaires microscopiques et de mollusques qui donnent ces formes baroques où s'accroche la vie marine fixée. Peu de poissons. Nous sommes loin de l'exubérance des mers chaudes et de sa profusion d'espèces. Nous nageons dans un écosystème au ralenti qui semble fonctionner à l'économie. Et pourtant, des coraux nous en voyons, mais ils n'ont pas le temps ici de devenir des bâtisseurs de récifs comme leurs cousins tropicaux. Ils sont trop petits, trop dispersés. C'est quand même une surprise d'en découvrir sous cette latitude. Il y a sûrement une explication à la présence de cette faune et de cette flore aux allures tropicales. Francis a rendez-vous avec les scientifiques du BIOS, le Bermuda Institute of Ocean Sciences, dont fait partie Joanna Pitt. Johanna, ce matin en plongée, j'ai été très surpris de découvrir du corail. Pourtant, on est très au nord. Toutes ces plantes tropicales autour de nous. Vous avez une explication ? Les récifs de corail des Bermudes sont les récifs situés le plus au nord, dans l'Atlantique et certainement dans le monde. Ils doivent leur existence au Gulf Stream, car le Gulf Stream apporte de l'eau chaude depuis le sud et la température de l'eau y est donc plus élevée qu'habituellement à cette latitude. C'est la raison pour laquelle il peut rapporter des larves de corail de différentes espèces depuis plusieurs endroits des Caraïbes. Ah, c'est ça. J'ai vu des gorgones, les mêmes en fait qu'en Floride ou aux Bahamas. Ce qui n'est qu'une anomalie le long des côtes américaines aurait pu devenir une généralité. Sans le Labrador, courant froid venu du nord, le Gulf Stream aurait sûrement continué sa route en direction du Canada. Les Bermudes constituent le point de rencontre entre ces deux courants. Et les turbulences ainsi générées sont la cause de bien des drames. Les plongeurs pénètrent dans un véritable champ d'épaves. L'Herminie, la Reine Blanche, le Montana, la Marie Céleste et tant d'autres. La liste est longue de ces fortunes de mer. Ces épaves délimitent le point le plus au nord du fameux triangle des Bermudes. Je constate alors que ma boussole est devenue folle et a véritablement perdu le nord. Mais ces masses métalliques qui nous entourent n'y sont pour rien. Les îles des Bermudes ont été formées par un volcan sous-marin. Et il subsiste sous nos palmes à 100 mètres de profondeur un énorme gisement de roches magnétiques. Est-ce suffisant pour expliquer tous ces naufrages ?
Les canons émergeant du sable nous rappellent que les conquistadors empruntèrent cette route. Ils utilisaient le Gulf Stream comme un courant porteur, ramenant leurs galions chargés d'or vers le vieux continent. Dans sa course perpétuelle, le Gulf Stream a maintenant rejoint les côtes d'Europe. Ainsi, sur les plages du sud-ouest, retrouve-t-on un peu des eaux du courant voyageur. Dans son sillage, l'équipe rentre en France, direction Biarritz, pour une dernière découverte avec les chercheurs de l'INRA. En plus de son influence sur notre climat tempéré, le Gulf Stream est pourvoyeur de vie marine. Il apporte avec lui des millions de larves d'anguilles, parvenues le long des côtes d'Europe après un voyage de presque 2 ans sur 6000 km. Elles repartiront à l'âge adulte pour accomplir leur destin de l'autre côté de l'océan, leur mémoire génétique les poussant inexorablement à suivre le courant. Le cycle n'est jamais interrompu, à l'image du Gulf Stream, qui dans sa course infinie au cœur de l'océan, guide les animaux comme les hommes et engendre la vie. Notre voyage se termine. Reste à plonger un jour dans les sombres abysses où se reproduisent les anguilles. Un autre voyage? D'autres bouteilles à la mer? Peut-être.